Alors, je le disais, une année importante. Du reste, avec ces municipales, on s'aperçoit que les hostilités vont débuter pratiquement cette semaine à Toulouse avec la venue de François Hollande pour inaugurer un quartier. On sent bien que c'est un prétexte pour venir soutenir Pierre Cohen. Oui, ça montre bien l'intérêt que le PS a à tenter soit de gagner des grandes villes, soit de garder celles qu'il a, comme notamment Paris, et essayer de gagner Marseille et de conserver Toulouse. Et la venue présidentielle, le déplacement présidentiel de François Hollande à Toulouse doit être interprété comme une crainte chez les socialistes d'avoir des soucis et de connaître un score très serré à Toulouse. On voit déjà à travers les sondages que il y a pratiquement égalité entre Cohen et Moudenc au premier tour à 35-35. La clé pour Toulouse, comme la clé pour d'autres grandes villes ou comme d'autres villes moyennes, comme 1000 villes moyennes de plus de 10 000 habitants, c'est le score du Front National au premier tour. Vous savez que la loi permet à une liste qui a 10% des suffrages exprimés de rester en place au deuxième tour. Et dans ce cas de figure-là, s'il y a des triangulaires, eh bien la liste de droite risque d'en pâtir et risque de ne pas pouvoir l'emporter. Et donc, plus que jamais, tous les analystes se rejoignent là-dessus. Le FN est l'allié objectif du PS, et ce qui n'est pas, selon moi, une attitude très républicaine. Et je crois que si les électeurs du FN ont cette conscience-là d'être les alliés objectifs du PS, je pense qu'ils pourraient raisonner autrement. Alors justement, quelle est la place du PS ici à Toulouse en particulier ? Mais du PS et du Front National par la même main, puisqu'il faut peser Cohen essaye de composer une liste en fonction des courants, des transcourants, et il connaît bien cette gymnastique, cette combinatoire-là. Son problème est d'essayer de rassembler. Or, actuellement, les gauches sont plutôt divisées. Et s'il ne crée pas une dynamique au premier tour, il aura peut-être des difficultés si le FN ne fait pas les 10 points qui lui permettraient de rester en place pour une triangulaire. Selon vous, est-ce que justement le Front National est en mesure d'afficher les 10 points ? Tout dépend des événements qui vont se passer, de l'actualité, de la tension, de l'évolution du chômage. Tout dépend d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas des éléments entre les mains des candidats. Si Jean-Luc Moudenc arrive en tête au premier tour, il peut créer une dynamique et il peut l'emporter. D'ailleurs, un certain nombre d'analyses politiques n'hésitent pas à dire que Toulouse fait partie des villes qui peuvent basculer. En revanche, s'il n'arrive pas en tête et que le FN fait 10 points, la tâche sera pas impossible, mais particulièrement difficile. Alors, voyons avec les autres villes de la région, celles qui pourraient basculer. On pense bien sûr à Montauban, qui est entre les mains aujourd'hui de Brigitte Barèche, mais le PS pourrait très bien l'emporter. Là. Oui, là aussi, Brigitte Barèche a fait un beau parcours, elle a un beau bilan, elle a toujours su s'engager, c'est une femme d'engagement, et son problème également, là, c'est celui du score du FN, au moment où les gauches sont particulièrement divisées. Donc face à la division des gauches qui ne sont pas encore réunies en cartel, Brigitte Barèche a la chance d'avoir un bon bilan et a la chance d'être une femme d'engagement qui peut faire en sorte que Montauban reste à droite. Alors bien sûr, dans les prochaines semaines, avec vous, Stéphane Maumont, nous balayerons les différents départements de Midi-Pyrénées. On sort de Midi-Pyrénées pour s'intéresser à la ville de Pau, où un des candidats s'appelle François Bayrou. A-t-il vraiment ses chances ? J'allais dire comme Nietzsche, l'éternel retour. Ah, oui. Et retour, j'espère, pas de la même manière que en grimpant le long des grillages du stade de rugby où il s'est fait mal et il a dû être opéré de la main. Il s'est fait quelque chose d'assez grave. Oui. Et le parking était fermé et il a voulu passer par là et ça s'est mal passé. Comme quoi, à Pau, c'est un peu comme à Montauban, il y a une division des gauches. Oui. Et en même temps, il y a le côté quand même charismatique, emblématique de François Bayrou, qui semble avoir fait le bon choix, mais le bon choix pour un certain nombre d'électeurs, mais pas pour toute l'UMP.
Vous avez un soutien d'Alain Juppé qui est clair envers François Bayrou, mais Juppé est UMP sans représenter institutionnellement et politiquement l'UMP. Donc l'UMP n'a pas encore soutenu François Bayrou et on a l'impression qu'après le mariage entre le MoDem et l'UDI, François Bayrou a ses chances, mais il peut peut-être à un moment donné plus compter sur les divisions des gauches que sur l'unanimité des droites. Donc c'est un scrutin qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est un scrutin qui va être très serré. C'est un scrutin déterminant pour François Bayrou, qui a quelques encablures à 3 ans du renouvellement du quinquennat, puisque je vous rappelle qu'on va revoter en 2017 au présidentiel. Eh bien, si François Bayrou emporte la mairie de Pau, il peut créer une dynamique, lui qui a écrit un livre sur Henri IV, et dire suivez maintenant mon panache UDI Modem. Voilà, et de l'hôtel de ville au château de Pau, il n'y a qu'un pas, vous le savez comme moi. En tout cas, vous restez à nos côtés, Stéphane Beaumont. On va continuer à parler politique avec, bien sûr, les élections européennes où on attend, bien sûr, Marine Le Pen. Oui. Je voulais dire qu'on avait oublié une élection, ce sont les élections sénatoriales. Oui, on en parlera tout à l'heure. En septembre 2014. Avec vous, c'est vrai qu'elles sont importantes. Ce sont les grands électeurs qui votent à cette occasion. Comme aurait dit Malraux, l'année 2014 sera politique ou ne sera pas. Eh bien, elle sera politique. Elle sera politique, en effet. On a parlé des élections municipales avec vous, Stéphane Beaumont. L'autre scrutin, c'est les élections européennes. À la fin de ce printemps, les dates sont connues. Et là, c'est quand même un autre scrutin que l'on peut pas comparer véritablement avec les municipales. Hein. Oui, je voudrais d'abord revenir une seconde sur les municipales. Les municipales sont les premières élections intermédiaires qui ont lieu après les présidentielles. Et généralement, dans toute l'histoire de la Ve République, les municipales sont l'occasion d'un vote de contestation du pouvoir en place. Et là, d'autant plus contestataire que les promesses du président n'ont pas été tenues, les promesses faites par lui-même, et notamment sur le fameux chômage qui ne baisse pas, mais qui continue à augmenter. Et donc, il faut interpréter la visite présidentielle à Toulouse comme un engagement du président sur le terrain, laissant le Premier ministre à Paris, et n'en parlant même pas au moment des vœux. Et quand aucun déplacement présidentiel n'est anodin, aucun déplacement présidentiel n'est innocent, cela veut dire que la bataille sera très serrée. C'est le signe que la bataille sera très serrée à Toulouse. Donc les élections municipales vont-elles confirmer le fait que l'électorat a envie de se défouler pour dire non, ça suffit? Nous aurons la réponse au mois de mars. Mais il y a la notion de proximité qui fait que... Et alors il y a justement des sondages qui démontrent que sur 100 électeurs, il y en a actuellement environ 60 à 70 qui se prononceraient pour des raisons locales et 30, ce qui est quand même énorme, pour des raisons nationales. Donc il y aura un mélange des genres et on se demande quel va être le taux d'abstention, notamment chez les socialistes, chez l'électorat socialiste, et quel sera, comme on le disait tout à l'heure, le taux réalisé par le Front National, avantagé par le mode de scrutin. On peut penser que l'électorat de François Hollande, déçu par ses promesses non tenues, va peut-être ne pas se rendre aux urnes, c'est ça? Oui, non seulement celui-là, mais l'électorat qui ne croit pas au social-libéralisme, tel qu'exprimé dans les vœux, et qui ne souhaite pas ce tournant social-démocrate du président de la République. Et on a l'impression que 2014 ressemble pour François Hollande à ce qu'avait été 1983 pour François Mitterrand. Rappelez-vous, vous qui êtes l'auteur du discours de Figeac, oui, où le président avait dit le capitalisme c'est pas si mal que ça et le jeu de l'offre et de la demande doit être respecté. Et donc là on a une sorte de similitude d'homothétie dans la pratique, et on a l'impression qu'Hollande inscrit son action également dans les pas du mitterrandisme, Mitterrand qu'il a bien connu puisqu'il il avait été recruté par Jacques Attali pour être conseiller auprès du président Mitterrand. C'est vrai, et c'est important de d'ailleurs le rappeler. Regardez-le, écoutez-le, il y a des intonations très mitterrandiennes. Oui. Plus pendant la campagne électorale qu'aujourd'hui. En effet, on se souvient de la formule « le changement c'est maintenant », ça vous rappelle quelque chose, hein? Le changement c'est maintenant, et puis il est plus dans la présidence normale, mais dans le moi-je du candidat. Vous vous souvenez la péroraison de la fin du débat avec Nicolas Sarkozy. Et en même temps,
il sait que s'il veut être à nouveau candidat, il faut qu'il s'implique. Et maintenant, il s'implique et il redevient l'hyper-président, pas de la même manière formellement, mais fondamentalement, il a une interprétation désormais gaullienne de la Constitution. On l'a vu notamment avec la politique en matière de diplomatie, les engagements de la France donc en Centrafrique. On sent très bien que il veut être guerrier, mais est-ce qu'il en a les moyens ? C'est-à-dire qu'il a fait des bons choix. Là, il s'est imposé dans le domaine régalien et il a compris que s'il voulait remonter dans les sondages, il fallait qu'il s'impose dans le domaine intérieur. C'est une autre histoire, d'autant plus que vous parliez des européennes et que les européennes s'annoncent alors comme le vote contestataire sans risque. Oui. Alors, y aura-t-il un remaniement après les municipales? Y aura-t-il un changement de Premier ministre? Y aura-t-il une défaite majeure du PS? Tout cela va influer également sur les européennes, où on peut craindre une forte abstention et on peut craindre également une sorte de vote contestataire pour se faire plaisir en votant FN. Mais si le FN arrivait en tête, ça voudrait dire que le parti le moins européen participe au Parlement européen. Oui, ce qui est un paradoxe et absolument extraordinaire. Oui, absolument. Et on rappelle que les européennes, c'est élire son député européen. On ne sait pas vraiment très bien. C'est très compliqué parce que vous avez la France qui est découpée en 6 grandes régions, des régions qui ne correspondent à rien politiquement pour l'électorat, avec des candidats qui sont parachutés que personne ne connaît, avec une absence de réalité de proximité, avec une absence de bilan des sortants, dont on ne sait pas ce qu'ils ont fait ni quand ils l'ont fait. Donc il y a véritablement un problème de démocratie dans ces élections européennes qui se font, je le rappelle, à la proportionnelle. Oui, quand on demande quel est votre député européen, personne ne le connaît. Mais personne n'a de député européen puisque c'est des grandes régions qui n'existent pas autrement que pour les européennes, qui permettent à des listes de s'affronter. Et de s'affronter, finalement, on ne vote pas pour des têtes de liste, sauf quand elles sont très connues, mais on vote pour des sigles, pour des partis, l'UMP, le PS, le FN, et je crois que il y aurait beaucoup à revoir. Je pense que si la France était une seule et même circonscription, et si le vote était proportionnel dans toute la France, ou alors comme en 1986, dans chacune des circonscriptions, il y aurait une personnalisation du député européen et une plus forte mobilisation de l'électorat. Mais ça va faire nécessairement le lit du Front National qui occupe le devant de la scène. Absolument, on pense que le FN a des chances à cause de l'abstention, à cause de la difficulté de ce mode de scrutin, à cause des problèmes que l'Europe ne règle pas, et bien que ça soit un vote de rejet et que finalement le Parlement européen soit habité par des gens qui rejettent l'Europe et qui ne vont pas contribuer à sa construction, d'autant plus que le FN conteste également l'euro. Alors la troisième élection, celle-là, pas la moindre, et pas la moindre parce que on sait que le Sénat a basculé à gauche de quelques sièges au sénatorial et qui pourrait rebasculer à droite. Hein. Oui, et puis nous allons les voir d'une certaine manière parce qu'il se trouve que le président actuel du Sénat, pour la première fois sous la Ve République, est un homme de gauche. Chez nous, de l'Ariège, Jean-Pierre Bel, et qu'il a envie bien sûr de rester président du Sénat. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si la gauche ne repassait pas au Sénat, il suffit de peu de sièges pour que la droite l'emporte à nouveau. À ce moment-là, se poserait le destin de Jean-Pierre Bel, à savoir est-ce que Monsieur Bel va se présenter au conseil régional si Martin Malvy laisse sa place ou si Martin Malvy se représente mais laisse pendant son mandat sa place pour des raisons d'âge. Est-ce que ça sera, je pose la question sur Radio Présence, est-ce que ça sera Jean-Pierre Bel ou Monsieur Kader Arif? La question se pose là. Chacun avance ses pions là. Et finalement, la présidence du Sénat aura des conséquences particulière pour Midi-Pyrénées. Oui, on l'a bien compris. Et donc au Sénat, donc c'est la première fois que le Sénat est de gauche depuis quelques années. C'était jamais arrivé sous la Ve République. Le Sénat était contestataire, notamment avec Gaston Monnerville, contestataire du gaullisme, mais n'avait jamais basculé. Et là, il suffit de 7 à 8 sièges pour que cela bascule. Alors, est-ce que les municipales seront là pour nous dire si le nombre de grands électeurs dans certains secteurs a suffisamment bougé pour que ces 7 sièges soient gagnés par l'UMP
et par les partis du centre et de la droite, et que le Sénat revienne dans le giron de la droite. Stéphane Maumont, j'ai encore une question à vous poser, mais c'est la pendule qui prime puisqu'il est 7h45, c'est l'heure de la lecture de l'Évangile sur Présence, et après je vous poserai une dernière question politique, ça va de soi. Jean-Pierre Allot. L'invité de la rédaction de Présence ce matin, c'est le politologue Stéphane Maumont. Avec lui, nous scrutons les scrutins à venir et nous analysons, nous essayons de décrypter. Stéphane Maumont, dans le paysage politique de Midi-Pyrénées, il y a bien sûr, on l'a dit, Jean-Pierre Bel, qui est aujourd'hui président du CEDA, Kader Arif, qui est aux anciens combattants, qui a eu son bâton de maréchal via François Hollande. Est-ce qu'il a un avenir sur le terrain régional ? En tout cas, il l'imagine. Et je pense que s'il n'était plus ministre, il tenterait d'être d'abord aux côtés de Malvy au Conseil régional, si Malvy se représente, et ensuite de tenter de le remplacer. Je pense que après son destin ministériel, il n'imagine pas arrêter la politique et il s'imagine volontiers président du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Alors c'est tactique, c'est-à-dire que Martin Malvy dit qu'il va se représenter, enfin tout au moins il laisse supposer qu'il va se représenter. Oui, Martin Malvy est en bonne santé, Martin Malvy a envie de se représenter. Martin Malvy est le président du Conseil régional qui a eu le plus de voix dans sa réélection la dernière fois. Il est installé, il est connu, il a une bonne communication, il a un bon bilan, et je vois pas ce qui l'empêcherait de se représenter si ce n'est un problème de santé. Mais cette représentation aura-t-elle pour conséquence de le voir faire tout le mandat ? Là est la question, c'est pas une question politique, c'est une question d'âge, et peut-être qu'arrêtant à mi-mandat, il pourrait permettre à Kader Arif d'éviter l'épreuve du suffrage universel et donc à la faveur d'accords à l'intérieur du parti, de trouver la place que Martin Malvy lui laisserait. Autre personnalité locale qui arrive en fin de parcours, c'est Pierre Izard, dont l'âge... Oui, Pierre Izard serait tenté d'arrêter. C'est toujours très difficile pour un homme politique d'arrêter, parce que le pouvoir renforce les défenses immunitaires et vous maintient souvent en bonne santé. On l'a vu d'ailleurs dans la maladie de François Mitterrand. Il a tenu très très longtemps parce que, c'est mon hypothèse, les défenses immunitaires sont renforcées par l'exercice du pouvoir. Ça mérite une thèse pour un étudiant de médecine. N'est-ce pas, par exemple la personnalité de Pierre Cohen, qui n'arrive pas véritablement à émerger sur le plan national, puisque on le voit pour le Grand Sud, c'est quand même Alain Juppé qui aujourd'hui incarne ce Sud-Ouest sur le plan politique. Est-ce que Pierre Cohen a un avenir politique autre qu'à Toulouse ? Ah, ça c'est difficile à répondre. Je pense que d'abord, il tient à Toulouse. Il a quitté Ramonville pour Toulouse. Quitterait-il Toulouse pour un ministère ? C'est une vraie question. Pierre Cohen, dans l'histoire politique toulousaine, est une sorte d'anti-Baudis, d'anti-Douste Blazy, et c'est un peu l'absence de toute communication flamboyante, mais une communication néanmoins habile, qui ne ressemble pas à une communication de Star System. Et apparemment, cette communication semble lui réussir. On verra, mais c'est un peu dommageable, je pense, pour Toulouse de ne pas avoir quelqu'un de plus flamboyant. Mais il se trouve que les deux candidats ont des qualités et des défauts qui se ressemblent. Jean-Luc Moudenc a une certaine présence sur le terrain. Il a été maire de 2004 à 2008. Donc c'est finalement un maire et un ancien maire qui s'affrontent. Et je pense que ceux qui peuvent faire la différence, ce sont tous les nouveaux arrivants. 10 à 12 000 nouveaux arrivants par an depuis 10 ans. Là est la clé du scrutin. Merci Stéphane Maumont d'avoir éclairé notre lanterne sur ces scrutins à venir. J'ajoute que Bertrand Delanoë viendra soutenir son ami Pierre Cohen. Décidément, Toulouse est une ville qui attire, après le président de la République, le maire de Paris. N'est-ce pas ?
absolument. Mais ils sont tunisiens tous les deux. Ils sont nés donc à Tunis et c'est la raison de la venue de Bertrand Delanoë. Il est 7h56. Toute l'info de votre région, Jean-Pierre Allot.